Amis cinéphiles, bonjour, c'est François et aujourd'hui il est temps de parler des fameux super-héros, ces surhommes conspués par tout un pan des professionnels du 7e art. Alors dans le but de contredire certaines idées préconçues, je désirais revenir au film mythique, quasi fondateur du genre, à savoir le Superman de Richard Donner. Allez, c'est parti! Pour certaines grandes figures du cinéma contemporain, le genre super-héroïque se résume à un parc d'attractions sans âme et sans saveur, juste bon à attirer des comédiens et comédiennes attisés par l'appât du gain. N'est-ce pas, Martin Scorsese? Pourtant, quand on remonte à la première grande entreprise dans le domaine sur grand écran, on constate que ces préjugés sont à reconsidérer. Certes, ces dernières années ne nous ont pas offert le meilleur du surhomme américain. Néanmoins, si on s'attarde sur le Superman de Richard Donner, sorti en 1978, on doit reconnaître que le genre a été capable de se transcender à plusieurs reprises, et mieux encore, s'est conformé, par moments, aux vertus du classicisme de l'âge d'or hollywoodien. Quand les studios entament le développement de Superman, ils viennent chercher Richard Donner, qui s'est distingué avec des épisodes de séries télé et avec le premier volet de la franchise horrifique La Malédiction. Le cinéaste est un quasi-inconnu aux yeux d'un large public, et l'une des plus lourdes tâches vient de lui incomber. Adapter l'une des icônes majeures de la culture nationale, à l'heure où le cinéma de genre vient d'être marqué par Star Wars et Les Dents de la Mer. Comment peut-il de son côté proposer quelque chose d'aussi réussi ? Tout simplement en optant pour une approche quasi désuète et en se référant au maître d'une période désormais révolue, cependant l'apogée du nouvel Hollywood. Dans cette optique, le choix des interprètes va s'avérer crucial. Alors si le visage de Christopher Reeve ne dit rien à personne, de même que celui de Margot Kidder, donc les interprètes respectifs de Clark Kent et de Lois Lane, ceux de Marlon Brando, considéré alors comme le meilleur acteur du monde, et de Gene Hackman, la vedette de French Connection de William Friedkin, sont à même de porter le long métrage en haut de l'affiche. En outre, ils ajoutent un crédit au travail de Richard Donner, puisqu'ils pouvaient espérer se reposer sur leur expérience et leur talent. Et puis, il y a la présence de Glenn Ford, un comédien oublié aujourd'hui et pourtant immense figure de la période classique hollywoodienne. Il personnifie d'ailleurs cette posture adoptée par Richard Donner, faisant le lien avec les légendes d'antan. Glenn Ford a brillé sous la direction de Fritz Lang dans Règlement de compte, de Vincente Minnelli dans Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, ou de Delmer Daves dans 3h10 pour Yuma. En endossant le rôle du père adoptif de Superman, Jonathan Kent, il se pose en pendant crédible à Marlon Brando, inoubliable en Jor-El. Et par conséquent, cette distribution contredit bien le conseil de Leonardo DiCaprio de ne pas retourner dans des films de super-héros. Alors, bien entendu, le renvoi au classicisme de l'âge d'or ne se reflète pas uniquement dans le choix des interprètes. La mise en scène de Richard Donner est fortement influencée par cette période, et surtout elle va elle-même fortement impacter tout le genre, cette mise en scène de Richard Donner, à travers le fameux principe des origines. Repris depuis par bon nombre de longs métrages super-héroïques, du Spider-Man de Sam Raimi au Iron Man de Jon Favreau, ce procédé, surutilisé désormais, agace alors qu'auparavant il fascinait. Dans tous les cas, son pouvoir d'attraction se base sur un dispositif cinématographique essentiel, celui de l'exposition. En effet, les origines, dans les films de super-héros, entrelacent généralement la scène d'exposition. C'est notamment le cas chez Richard Donner, qui donne ainsi la leçon pendant plus de 40 minutes. Or, c'est parce qu'il maîtrise parfaitement sa narration, pendant cette durée relativement importante, qu'il parvient à captiver le spectateur. Raconter les origines ne revient pas uniquement à introduire les personnages et les enjeux ici, même si cette introduction s'avère remarquable dans sa densité et son écriture. Pas besoin de s'étendre en palabres pour raconter la chute de Krypton,
l'atterrissage de Kal-El sur Terre et son adolescence chez les Kent. Juste quelques paroles fortes, annonciatrices et révélatrices. Jor-El et Lara dissertent sur l'avenir de leur enfant, alors que leur planète s'apprête à imploser. Des répliques tout en finesse, émises en parallèle, prédisent une vie alternant grandeur et solitude pour un être exceptionnel. Puis il y a la jeunesse de Clark à Smallville. Le Kryptonien se doit de dissimuler ses facultés, sans feindre la maladresse, en se tenant seulement à l'écart. Et les mots prononcés par son père Jonathan symbolisent toutes les valeurs qu'il lui a inculquées pendant sa jeunesse. Durant cette séquence, les origines épousent les moments que le spectateur aurait pu vivre, puisque le surhomme n'a jamais été aussi proche d'être un homme ordinaire, avec des problèmes ordinaires. Cette proximité, cette assimilation avec le personnage est davantage permise durant ces instants précieux que lors des exploits homériques qu'il accomplira par la suite. Et c'est l'instant autopromotionnel, toujours flatteur pour l'ego. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également jeter un œil au site paricilescinéphiles.com au contenu entièrement gratuit. Lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous pourrez trouver des critiques dédiées aux dernières sorties, ainsi que des dossiers et des billets d'humeur concernant aussi bien le cinéma du patrimoine que de genre. Et puis il y a cette séquence poignante durant laquelle Clark fait ses adieux à sa mère adoptive. Mad Movies, dans un hors-série consacré aux super-héros il y a plusieurs années, y faisait allusion, louant la puissance lyrique qui imprégnait cette scène. En une poignée de minutes, Richard Donner démontre tout son savoir-faire. Martha Kent cherche son fils à l'aube et aperçoit sa silhouette dans les champs, contemplant l'horizon. Des mouvements de caméra amples épousent à la perfection le cadre quand ils s'enlacent, tandis que, un peu plus tard, dans un plan éloigné, ils échangent furtivement quelques mots. Une scène autant épique que celle présentant les sauvetages opérés par son alter ego héroïque. Autre élément beaucoup moins dramatique à évoquer concernant ce traitement classique apposé au long métrage, l'humour. Et là, j'entends les hurlements d'un public lassé par les blagues suremployées dans les films du Marvel Cinematic Universe. Il faut avouer que désormais, l'humour utilisé par Kevin Feige et sa franchise relève d'une démarche maladroite visant à désamorcer la tension à l'écran, une façon comme une autre de ne pas faire confiance aux cinéastes en charge, puisque le producteur imagine qu'ils sont incapables de retranscrire l'émotion avec justesse, donc autant faire rire. Or, Richard Donner, lui aussi, employait l'humour dans Superman, avec une finalité parfois identique, mais très souvent différente. Alors déjà, il faut savoir que cette formule d'utiliser l'humour afin de dédramatiser la situation ne date pas d'hier, puisque l'immense Howard Hawks, le maître Howard Hawks en personne, s'y essayait avec une réussite indéniable. Dans Superman, néanmoins, l'humour a pour objectif de masquer non pas les carences de la mise en scène, ou même du jeu des comédiens. Non, ici, il se conjugue avec le fond, puisqu'il dissimule la nature même des personnages, leur double identité et leur statut. L'arrivée de Clark Kent au Daily Planet en témoigne. Victime de la bisuterie de Lois Lane, raillé par ses collègues, et faisant montre d'une naïveté confondante, le journaliste suscite les moqueries plutôt que l'admiration ou la crainte. Pourtant, cette gaucherie lui permet de se fondre dans la population sans éveiller les soupçons. Muni de ses lunettes, cet échalas parvient à conserver son secret grâce à l'humour. Le contraste s'avère saisissant. Le numéro comique de Clark Kent se substitue aux actions exceptionnelles de Superman. Le ton devient plus grave et héroïque par conséquent. Même constat pour Lex Luthor. On introduit le personnage du criminel par l'intermédiaire de son complice, Otis, pâteau et stupide. Qui pourrait imaginer que le malfrat le plus intelligent du monde est entouré d'une jeune femme aussi naïve que Clark Kent et d'un crétin incapable? D'ailleurs, Gene Hackman est constamment ridiculisé par ses acolytes, ce qui amoindrit son aura de némésis du super-héros. Et dans chaque scène surplombée par l'humour, les ombres de Black Edwards et d'Howard Hawks planent sur les personnages. Celle impliquant Otis filé par la police rappelle les enquêtes de la célèbre Panthère Rose.
Et puis il y a le couple Clark Kent-Lois Lane, dont les joutes rappellent celles orchestrées par Howard Hawks dans l'impossible Monsieur Bébé ou la Dame du Vendredi. Par certains côtés, et même s'il ne dispose pas du même talent, ça c'est sûr, Christopher Reeve puise dans le jeu de Cary Grant quand il se moque de lui-même, égratignant au passage le personnage de Superman grâce à celui de Clark Kent. Enfin, dernier élément que l'on peut rapporter au classicisme hollywoodien, eh bien cet élément se situe tout simplement dans une comparaison entre le film de super-héros et le western. Sur le papier, les deux genres n'ont strictement rien à voir, même si récemment tous les spécialistes prédisent la mort du film de super-héros comme celle du western. Alors ce n'est pas encore acté. En fait, western et films de super-héros partagent de nombreux points communs. Le plus évident, c'est leur lien avec la culture américaine, puisque ces deux genres trouvent leurs racines dans la dite culture et sont propres aux États-Unis, même si des tentatives ou des alternatives ont été tentées par des artistes issus d'autres nations. Alors pour le western, l'exemple le plus flagrant, c'est le western spaghetti. Après, il y a l'aspect biblique qui transpire dans les deux genres. Le super-héros américain a souvent été assimilé aux dieux des anciennes mythologies. Toutefois, pour Superman, il existe un caractère christique souvent évoqué, bien qu'au départ, ses créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, tous deux juifs, avaient fait de leur personnage une incarnation de Moïse en réponse au Uberman de Nietzsche. Chez Donner, la comparaison avec Moïse s'établit surtout avec l'exode forcé de Kal-El, projeté dans l'espace tout comme Moïse sur le Nil, afin de se sauver de l'extinction prochaine de son peuple. Voué à guider les terriens comme Moïse, le peuple juif, il est censé les emmener plus haut, vers les cieux, vers le soleil. Et on décèle dans ce domaine céleste une facette fascinante. Le western parle de conquête des grands espaces de l'Ouest. Or Superman, lui, part à l'assaut des grands espaces aériens, nouveau terrain d'expression et de liberté dans lequel se meut le protagoniste. Donner oppose le mouvement horizontal des cow-boys à la verticalité de son personnage, symbolisé par le sauvetage de Lois Lane. Droit comme un i, Superman tient à la fois la jeune femme dans une main et un hélicoptère dans l'autre. Une séquence forte, pleine de sens, moins ostentatoire que les futurs plans du héros avec le soleil derrière lui, vu chez Zack Snyder ou Bryan Singer, mais séquence tellement plus subtile sur la forme. Et c'est justement dans cet équilibre étonnant que réside la force du Superman de Richard Donner. Derrière les gags et les prouesses se dessinent donc des trésors de subtilité, tout comme derrière le gentil Clark Kent, sérieux et maladroit, se cache l'homme le plus fort du monde. Un modèle paré des atours du classicisme d'antan.